Alors pour ceux qui l'ignoreraient, parce que tout le monde n'est pas spécialiste en matière d'armée, je voudrais quand même juste vous dire que le général Denis Mercier est le patron de l'armée de l'air. Présenter les choses comme ça, hein, c'est clair, parce que les grades, on ne comprend pas toujours tout. Nous avons avec nous aujourd'hui, et encore une fois, je suis très heureux de l'accueillir, le général Denis Mercier, chef d'état-major, donc patron de l'armée de l'air, à qui je vais proposer de venir tout de suite nous parler de cette problématique homme-machine. Merci beaucoup. Écoutez, mesdames et messieurs, je suis très heureux de cette opportunité qui m'est donnée de venir m'exprimer. Si je regarde les deux tables rondes et celles que j'ai pu suivre ce matin avec beaucoup d'intérêt, je m'aperçois qu'on parle exactement finalement de la même chose. Les deux aspects que je voudrais aborder devant vous rapidement sont premièrement l'arrivée des drones dans l'armée de l'air qui a posé à peu près les mêmes problèmes que ce que j'ai entendu ce matin sur les robots. Le drone étant une forme de robot avec un niveau d'automatisation qui ne cessera de croître. Et puis derrière, vous parlez surtout des systèmes de combat que nous avons, qui sont un peu nos usines qui produisent notre productivité, qui est la mission opérationnelle, et la manière dont ceci évolue, avec un élément central quelle est la place de l'homme dans ces écosystèmes connectés. Sur les drones, l'arrivée des drones dans l'armée de l'air s'est opérée à la fin des années 90. C'est à ce moment-là qu'on a eu d'ailleurs le tournant sur le grand débat qui était le cas avant, avec une peur, un peu ce que j'entendais ce matin sur les robots, une peur de la part des équipages que le drone allait les remplacer. Et cette peur, elle est venue d'une grande confusion pour moi. Et une fois de plus, je retrouve ce qui s'est dit ce matin, c'est que on a eu cette peur tant qu'on a essayé de regarder comment le drone se substituait à l'avion. Avec des idées un peu fausses, qui étaient on va mettre des drones parce que ça sera moins dangereux pour l'équipage, et puis on imaginait le drone, et bien finalement pour le drone la même utilisation qu'on a fait pour un avion. Tout ceci a basculé quand on a compris que le drone c'était pas un avion, d'ailleurs c'est pas du tout fait comme un avion. Le drone c'est un autre système, c'est une autre plateforme et qui apporte beaucoup d'autres choses qu'un avion. Et d'ailleurs, ça ne sera pas le drone contre l'avion dans le futur. On aura une part qui sera déterminée d'ailleurs des uns et des autres. Mais les drones amènent des capacités que n'amèneront jamais les avions. Et notamment, cette première capacité, c'est la permanence. Et cette permanence, elle est intéressante parce que aujourd'hui, on opère des drones en Afrique. Et les drones qu'on opère en Afrique volent régulièrement plus de 20 heures et ça on peut pas le faire avec un avion, notamment un avion de combat. Et moi j'ai rencontré au départ on a mis dans les drones on a mis des équipages qui étaient des pilotes. Aujourd'hui on est en train de réfléchir justement à des formations ab initio et quand vous sortez un pilote de chasse de son cockpit et que vous le mettez dans l'opérateur de drone, au début il n'est pas content. Mais assez rapidement, quand vous les revoyez, ces gens-là vous disent j'ai changé complètement mon métier. C'est-à-dire avant, effectivement, j'étais dans mon avion sur le terrain, mais je voyais ce que voit mon avion. Et aujourd'hui, je suis à l'arrière, parfois des milliers de kilomètres dans le drone. Et en fait, ce que je vois, c'est beaucoup plus large. Et je suis au cœur des opérations, alors qu'avant, je n'étais qu'un acteur. Et donc, du coup, ça a ouvert considérablement leur domaine d'emploi et leurs compétences. Et ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Et d'ailleurs, dans leur capacité aujourd'hui, ils sont capables de prendre le contrôle de plusieurs avions en même temps que des drones pour pouvoir réaliser leur mission. Et ça, je crois que c'est important parce que, une fois de plus, en lien avec ce que j'ai entendu ce matin, eh bien, nous avons des changements de compétences, nous avons des changements de métiers, nous avons des choses nouvelles qui arrivent, avec notamment l'éclosion de l'écosystème qui va avec. Le drone lui-même, si vous ne voulez pas le considérer comme un avion, il faut être capable de le téléopérer. Et donc toute la clé du système, c'est la structure que nous appelons commandement et conduite, en fait, qui est le cerveau qui va vous permettre de gérer tout ça. Et si vous n'avez pas ce système, alors qui repose pour nous bien sûr sur des capacités nouvelles, notamment
de gestion de satellites sur des capacités complètement différentes, et bien à ce moment-là, votre drone, il vous apporte pas un surcoût de productivité entre guillemets. Et là, ça serait une profonde erreur. Donc ça nous amène d'autres métiers. Parmi ces autres métiers, vous avez aussi tout ce qui est interprétation image. Pour bien comprendre un drone, dans nos drones de surveillance aujourd'hui, vous avez, quand vous rentrez dans une cabine, vous avez un manche pilote et vous avez une souris. Le manche pilote, c'est fait pour diriger les capteurs, et la souris, c'est fait pour piloter l'avion, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je le dis aussi parce que, pour nos hommes, aujourd'hui, ils peuvent consacrer, quand ils sont opérateurs de drones, ils vont, avec la souris, programmer un plan de vol, et là on est parti sur un automatisme complet, et puis ils vont se consacrer à ce qui est l'essentiel de leur mission. Alors que dans un avion, quand vous voulez très longtemps, ou quand vous décollez du Tchad pour aller au nord du Mali, eh bien, même pendant ces périodes qui sont des périodes finalement stables de transit, eh bien, il faut quand même piloter votre avion, et donc vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, et au bout du compte, tout ce temps-là, l'opérateur de drone va le récupérer et va le consacrer à l'essentiel de ce qu'il doit produire, c'est-à-dire la mission opérationnelle. Et donc c'était une révolution qu'on a complètement passée maintenant, je peux l'affirmer, puisque à 20 ans d'expérience maintenant, le seul problème qu'on a, c'est qu'on manque de drones. On a toujours, c'est un pilote de chasse qui vous le dit. On a besoin de toujours plus de drones, mais derrière, la capacité essentielle, comme je vous l'ai dit, c'est cette capacité de commandement et de conduite. Avec, cela dit, dans les évolutions de drones, une réflexion majeure qu'il faut qu'on continue à mener, qui est vers quel niveau d'automatisation. Toute la problématique est vers l'automatisation qui va vers l'autonomisation. L'autonomisation, ça pose des problématiques, dès lors que vous déciderez qu'un drone est capable de délivrer de la force, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste, l'usage de la force reste eh bien, le rôle de l'équipage, même si l'équipage n'est pas physiquement dans le drone. Et ces questions d'automatisation et d'autonomisation, je pense qu'on peut les retrouver dans tout ce qui est robotisation, en fait. Parce que derrière, vous avez la question du rôle de l'homme. Et cette question, elle est fondamentale. Parce que cette question, elle est fondamentale aussi sur l'acceptabilité. Si aujourd'hui, on était simplement des statisticiens, on pourrait se dire que faire un avion de ligne complètement dronisé, sur lequel on met des passagers, avec les systèmes automatiques qu'on sait faire aujourd'hui, aux statistiques près, considérant que la quasi-totalité des accidents des appareils civils et militaires sont dus au facteur humain, eh ben, il vaudrait mieux qu'on mette personne dans le cockpit. Par contre, le jour où vous avez un accident, quand il n'y a personne dans le cockpit, l'acceptabilité, elle est très nettement inférieure au fait que que l'accident est dû à un équipage qui pourtant va vous amener à un niveau supérieur de probabilité d'accident. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça sera comme ça encore longtemps. Mais ce n'est pas la peine de le regretter, il faut le prendre en compte. Si on ne prend pas en compte ces questions d'acceptabilité, les hommes ne se retrouveront pas dans la mise en place de ces systèmes automatiques. Et s'ils ne s'y retrouvent pas, eh bien, ils les utiliseront mal et on les développera mal. Et au bout du compte, ils ne seront pas performants. Donc, je le dis parce que dans l'armée d'air que je commande, on a fait, qui s'automatise de plus en plus, avec des systèmes interconnectés, je vais y revenir, eh bien, nous avons fait du facteur humain l'axe essentiel de notre développement. L'axe essentiel de notre développement, c'est la prise en compte de ce facteur humain. Et tout ce qui va aller à l'encontre de ça, si on n'a pas correctement préparé nos hommes et s'il y a un refus, eh bien, on fera des choix qui pourront être des choix qui ne seront pas forcément vers la performance maximum. Parce que la performance maximum, pour nous, c'est l'homme derrière. Et donc ça, c'est très important, c'est un choix assumé. Comme je vous l'ai dit, finalement, ce drone, il ne sert à rien si vous n'avez pas le système interconnecté. C'est important parce qu'on nous demande aujourd'hui pourquoi on ne fait pas de drone mâle en Europe, moyenne altitude, longue endurance, ces drones qui peuvent voler à des milliers de kilomètres dirigés par satellite, ce qu'on a. Et aujourd'hui, on a acheté des systèmes israéliens et américains. Et moi, je pense qu'il y a un marché. Et certains disent qu'il n'y a pas de marché. Mais en fait, le marché, il n'est pas en Europe, il est à l'extérieur, dans des pays qui ont des longues frontières à diriger. La seule chose, c'est que pourquoi aujourd'hui ces pays-là n'y sont pas venus, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'opérer à distance, parce que cet écosystème interconnecté avec ses capacités de relier soit par des liaisons directes, soit par satellite, et bien des systèmes de nature différente, pilotés, non pilotés, et bien aujourd'hui, vous avez les pays qui seraient utilisateurs de ces drones qui n'y sont pas encore passés, parce que c'est compliqué.
C'est pas facile de faire quelque chose comme ça. Un exemple, hein, c'est que on a, quand on s'est doté des premiers drones un peu performants, on a pris une plateforme israélienne qui n'avait pas de capacité de liaison satellitaire. Donc on pouvait diriger en line of sight, c'est-à-dire à portée visuelle, en gros 150-200 km au maximum. Et on a pris ce drone qui existait, qui volait très bien, puis on a pris un très grand industriel, et puis on s'était dit... L'industriel nous avait dit c'est quand même assez facile de mettre une liaison satellite et puis de pouvoir diriger à distance. Donc on prend le truc qui vole déjà, et puis 25 millions d'euros, 1 an, et on y arrive. 5 ans, 150 millions d'euros plus tard, ils y sont arrivés. Donc, eh bien, mais je le dis parce que automatiser, mettre des choses comme ça peut paraître simple. Surtout quand on veut commencer à diriger à distance, c'est tout sauf simple. Vous avez énormément de problèmes à régler, c'est tout sauf simple. Donc il faut le prendre en compte aussi, je crois. Alors, le système de commandement et de conduite des opérations aériennes, pour vous expliquer comment ça marche, qui est le cœur de ces systèmes-là. Je vais vous donner 2 exemples, qui sont des exemples opérationnels réels, récents, que je tire de nos opérations menées en Afrique. Quelques mois, un leader djihadiste fortement recherché, qui, au nord du Mali, pour notre bonheur, pour son malheur, prend son téléphone. Et détection par une capacité d'écoute de son téléphone, confirmation, parce qu'il y a toujours des hommes derrière, que a priori c'est sa voix. Il est nécessaire d'envoyer des moyens de surveillance pour regarder sur l'endroit qu'on a réussi à géolocaliser ce qui se passe. Si on détecte quelque chose, pendant ce temps-là, on décide de faire décoller des avions de combat qui décollent à 2000 km de là, donc il faut prendre un peu de marge, parce que pour information, décoller du Tchad et opérer au nord Mali, c'est décoller d'Istanbul, opérer à Bruxelles. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle tout ceci doit passer par un centre unique qui va gérer ces informations en temps réel et prendre les bonnes décisions. Ce centre unique, nous l'avons placé à Lyon, parce que c'est là que nous faisons la défense aérienne du territoire français. Et ce n'est pas la peine de le mettre ailleurs, parce que de toute façon, les distances sont énormes. Et donc ce centre unique, vous avez ces informations qui arrivent en temps réel à Lyon, décision de faire décoller des avions, décision de réorienter un drone qui était sur un autre pays, parce que là aussi, ça se passe sur plusieurs pays, donc on gère ça en même temps avec des autorisations diplomatiques, et bien décision de faire monter ce drone sur la position estimée de l'appel téléphonique. Le drone, ça prend quelques heures quand même, le drone détecte des pick-up, on envoie d'autres moyens, il faut qu'on identifie, il faut qu'on classifie, on s'aperçoit que c'était bien la personne qu'on cherchait, et là il faut remonter ça à Paris parce que c'était une décision au niveau politique compte tenu de l'intérêt, et les avions à ce moment-là sont en vol et attaquent, et on neutralise le type qu'on voulait neutraliser. Tout ceci, ça s'est fait en temps réel, et ça s'est fait en temps réel avec des liaisons de données, et ça s'est fait il y a quelques mois. Même chose, et c'est important parce que là par contre les décisions ont été prises en France. Toutes les décisions de conduite ont été prises à Lyon et la décision d'engagement a été prise à Paris. Un autre exemple plus récent, il y a quelques semaines, un convoi de pick-up armés, qui contenait énormément d'armement, descend de la Libye vers le Mali pour réarmer des groupes terroristes. On fait une surveillance combinée entre plusieurs drones, des drones français, des drones américains qui travaillent ensemble. Tout ceci avec les vidéos en temps réel qu'on a à Lyon, bien sûr. On monte une opération en décidant qu'il y avait un endroit où on voulait le stopper. Donc on prépositionne des avions, certains décollent de Djamena, des Rafales en l'occurrence. On fait décoller du Burkina Faso d'autres moyens, avec des commandos qui sont parachutés, et on organise en quelque sorte la souricière pour pouvoir les avoir. Et à ce moment-là, l'importance politique était moindre, et donc il fallait qu'on gère ça sur la bulle, et donc celui qui a dirigé l'opération, on l'a délégué, c'était plus à Lyon, on l'a délégué ça à un capitaine qui était dans un avion de transport, qui était au-dessus, et qui dirigeait à la fois les drones, les avions et tout cet écosystème. Pourquoi je le mentionne? Parce que dans ces deux cas, on voit que la clé, ça a été où est-ce qu'on a mis l'homme dans la boucle. Et cet homme dans la boucle, on peut décider de le mettre à l'arrière, dans le centre de décision, qui est en l'occurrence pour les opérations aériennes de Lyon, mais on peut décider aussi de le déporter quand c'est nécessaire, parce que là, ça lui donnait le contrôle des moyens, c'était beaucoup plus réactif, et de le déporter directement là où ça se passe. Et on pourrait jongler entre les deux, en permanence, on a l'habitude de faire ça. Et ça, on a mis en place des procédures pour ça. Et c'est important parce que si je regarde aujourd'hui, justement, tout ce qu'on a construit au travers de ça,
comme ça a été dit tout à l'heure par Frédéric, nos drones sont des éléments connectés. Un Rafale aujourd'hui, c'est un élément connecté. Le gros avantage d'un Rafale aujourd'hui par rapport aux générations précédentes, c'est que c'est un appareil dans lequel eh bien, vous avez de multiples capteurs. Ces multiples capteurs donnent des informations sur un réseau et l'appareil lui-même donne toutes ces informations sur un réseau. Ce qui fait que sans avoir aucun radar aujourd'hui au nord du Mali, si vous allez à Lyon, vous êtes assis sur l'épaule du pilote parce que vous avez tout ce qu'il voit. Grâce à ces informations de liaison de données. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a par contre, c'est qu'il y a une telle masse d'informations qui viennent de ces appareils qu'on ne sait pas tout gérer en temps réel. On a un vrai problème de big data, en quelque sorte, sur lequel on est en train de travailler pour savoir comment on récupère ces informations, comment on les trie automatiquement, avec des automatismes plus forts, de manière à extraire les informations qui nous intéressent, et simplement celles-là. Parce qu'aujourd'hui, la masse d'informations est beaucoup trop importante. Et ça nous a amené des vraies réflexions, et je crois que ça peut être un peu en lien avec votre deuxième table ronde, sur les compétences de nos hommes. Quand on a vu arriver le Rafale, nos contrôleurs aériens, qui sont dans les centres de contrôle, ont eu une grande frustration. Cet avion, le Rafale étant interconnecté, les avions se parlent entre eux, ils échangent des masses de données considérables. Le contrôleur, finalement, n'a plus grand-chose à leur dire. Et lui, le contrôleur à l'arrière, en voyant le plot de l'avion, finalement, il n'était pas du tout une plus-value pour les équipages. Maintenant, on a interconnecté tout ça avec ces liaisons de données, et là, le contrôleur, il est assis sur les épaules de tout le monde. Et donc, lui, maintenant, il est capable d'être un vrai manager d'opérations aériennes, beaucoup plus que le pilote dans son Rafale. Et on peut jongler entre les deux, et c'est ça qu'on est en train de construire. Et ça, c'est intéressant, parce que cette flexibilité, c'est la clé du succès, parce qu'on va vers toujours plus de réactivité. Si on avait dit on continue à faire simplement des avions polyvalents comme les Rafale, mais utilisables comme on le faisait avant, eh bien on aurait perdu finalement une grande partie de la capacité que nous offre la connexion de tous ces moyens vers un centre commun qui est capable de redistribuer l'information, et avec cette clé de savoir où est-ce que je mets le décideur. Est-ce que je le mets dans l'avion? Est-ce que je le mets dans l'opérateur de drone? Est-ce que je le mets dans le centre de commandement? Et je suis capable de jongler avec, de manière à ajuster en permanence. Et ça a ouvert les compétences de nos hommes, parce que ça leur donne des compétences où ils doivent être capables de reprendre à leur niveau eh bien, le contrôle d'énormément de moyens, et pas simplement de leur propre plateforme, et de pouvoir la gérer. Et on les forme comme ça. Donc ça a changé complètement la manière dont on forme nos hommes, et d'ailleurs on a créé un centre de formation aux opérations aériennes qui est à Lyon, et qui est devenu le centre d'excellence de l'OTAN, parce que finalement notre expérience aujourd'hui, elle est quasiment unique. Si j'accepte les Américains, eh bien vous la retrouvez nulle part ailleurs. Et donc nous sommes devenus ce centre de compétences qui nous permet de travailler sur ces sujets-là. Donc la clé du système, c'est bien, dès lors que vous avez notamment des systèmes automatisés, c'est bien où est-ce que vous placez l'intelligence. Et on a fait le choix de faire que tout n'est pas automatisé, mais que là c'est l'intelligence qui les utilise, l'intelligence humaine. Et le système est conçu comme ça. Et aujourd'hui, ça nous permet de relier. En fait, c'est notre vision du système de combat futur, énormément de capteurs et des moyens et énormément de moyens de frappe, et avec toute la clé de comment j'organise ça autour d'un système de commandement et de conduite unique. Voilà, je voudrais terminer ceci en disant que ce système, on a mis 20 ans à le construire. On a mis 20 ans à le construire. Nous avons, d'ailleurs, il y a une société qui a été créée, qui travaille avec nous directement pour ce faire, qui a des capacités à travailler en plateau, parce que le problème maintenant, c'est que quand on fait évoluer une partie du système, on fait évoluer tout le reste du système. Et donc, dans la gestion du programme, on n'est plus sur la gestion d'un programme isolé, le Rafale, le drone, etc. On est sur la gestion d'un programme global. Et cette gestion de programme global, eh bien, il faut qu'on la traite globalement, prenant en compte aussi les tuyaux, les liaisons de données, comment on les amène, et les niveaux de confidentialité, et toutes ces choses-là, et la formation, et la simulation, parce que sous ces choses-là, il faut intégrer la simulation pour pouvoir former nos hommes à ça. Et pour terminer, je voudrais partager quelque chose avec vous qui m'est venu ce matin en vous écoutant, en me disant,
La problématique qu'on a aujourd'hui quand on fait si on regarde simplement des plateformes polyvalentes type Rafale, qui est un avion extraordinaire comme je vous l'ai dit, c'est que l'avion coûte cher, on l'a voulu polyvalent, et donc on va faire l'avion pour 40 ans. Si on fait l'avion pour 40 ans, là où on faisait des avions pour 15 ou 20 ans, on a un problème de maintien de bureau d'études très fort. Et ce n'est pas les évolutions de l'avion qui permettent de maintenir ces équipes d'ingénieurs. Le fait de refaire des drones aujourd'hui, en complément de ces avions, avec des drones qui sont moins polyvalents, mais on retrouve la polyvalence dans la gestion du système, et bien ça nous permet aussi de continuer à développer ces bureaux d'études. Et c'est essentiel. Et c'est essentiel. La seule chose, il faut le faire dans une vision systémique. Moi, je dis d'ailleurs aujourd'hui à nos industriels préférés avec lesquels on travaille qu'il ne faut plus travailler plateforme, mais système. Il faut penser système avant. Dassault est en train de travailler sur le futur drone de combat. Et quand on me dit est-ce que le futur drone de combat sera le futur système de combat, je dis non, le futur système de combat, c'est le cœur, c'est le système de commandement et de conduite. Et c'est au travers de ça qu'on va imaginer comment on développe des plateformes. Et pas autrement. Mais par contre, ça nous permet de redynamiser une industrie différemment, de redynamiser des équipes d'ingénieurs. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose de nouveau sur lequel il faut s'adapter, mais qui nous permet de nous tourner vers un avenir qui est de toute façon de continuer à développer ces systèmes connectés. Pour terminer, je voudrais vous dire que l'expérience qu'on a dans ce domaine-là, d'ailleurs si vous vouliez la voir à Lyon, ou si vous vouliez regarder comment nous développons ces systèmes, je serais absolument ravi de la partager. Voilà, merci.